il y a plein d'informations, de rumeurs, de fausses croyances qui circulent sur la cotère. Vous en avez probablement entendu. Et puis, moi, ce que je pense, c'est que si, après la soirée de ce soir, vous êtes en mesure de comprendre comment se calcule la cotère, bien, vous allez être capable par vous-même de départager ce qui est le mythe de ce qui est vrai. Un mythe qui a la couenne dure, quelque chose qu'on entend très souvent dans les corridors ici. J'appelle ça le terrorisme de la cotère. Là, des fois, là, quand ça commence, on le sait, là, une semaine avant que les cotères soient diffusées, là, ça commence, on entend ça, cette petite rumeur-là dans le corridor. La moyenne dans mon groupe était vraiment forte. Fait que c'est sûr que je vais avoir une cotère désastreuse. Donc, si je suis dans un groupe fort, j'aurai une cotère désastreuse. Si je suis sous la moyenne, j'aurai une cotère désastreuse. Genre de choses qu'on entend. Vous allez être capable, après la présentation de ce soir, de faire le tri parmi tout ça. Donc, on commence. Mettre les choses en contexte. Création des cégeps en 1967. On cherche une mesure pour comparer de manière équitable des étudiants qui font des demandes d'admission dans des facultés universitaires contingentées. Ça, c'est des facultés qui reçoivent plus de demandes d'admission qu'ils ont de places disponibles. Donc, il faut forcément qu'ils fassent un tri, une sélection. C'est quoi la manière de faire la sélection la plus équitable? Bon. Il y a différentes mesures qui ont été utilisées. La première mesure nous ramène en 1977, c'était la Code Z. Les parents qui sont ici, c'est probablement ça que vous avez vécu. Et ensuite de ça, il y a eu l'apparition en 1996 de la cote de rendement au collégial qu'on appelle communément la cotère ou CRC, que moi j'appellerais, pour les bienfaits de la présentation, la cotère dans sa version 1.0. Pourquoi 1.0? Parce que tout récemment, en 2017, la formule a été modifiée. Elle s'appelle encore la cote de rendement au collégial, CRC. Pour la distinguer de la première, je l'appellerai dans sa version 2.0. Vous aurez peut-être remarqué un cycle d'une vingtaine d'années, on dirait qu'il y a une durée de vie de 20 ans. En fait, on cherche la meilleure mesure. Est-ce qu'on l'a trouvée? Est-ce que celle de 2017, c'est la mesure parfaite? Probablement pas. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on pense en tout cas à améliorer les choses et avoir une mesure plus fiable, plus juste, plus équitable. Le but de la présentation, c'est de répondre à 3 questions. La première, pourquoi la formule a été modifiée? C'est quoi la nouvelle formule? C'est ça qui va nous occuper en plus grande partie. Et finalement, c'est quoi les effets de ces modifications-là? On va le voir par un exemple concret. Raison du changement. En 2014, le comité de gestion des bulletins d'études collégiales a publié un rapport très volumineux dans lequel il fait un examen rigoureux de la cotère dans sa version 1.0. Et un des constats qui est ressorti de ce rapport-là, c'était que la cotère dans sa version 1.0 n'est pas équitable pour certaines catégories d'étudiants. D'où le changement. Pourquoi pas équitable et envers quelle catégorie d'étudiants? On va regarder ça un peu dans le détail. La cotère dans sa version 1.0 tendait à pénaliser les étudiants les moins forts des groupes homogènes forts. On va se représenter ça. Qu'est-ce que c'est un groupe homogène fort? Si on s'imagine les résultats répartis entre 0 et 100, une moyenne assez élevée. Homogène, ça veut dire que les losanges rouges, c'est les notes. Donc, les notes sont assez resserrées autour de la moyenne. Une moyenne qui est élevée. Si un étudiant se retrouvait par accident dans un groupe comme celui-là, les étudiants les moins forts de ces groupes-là, systématiquement, étaient désavantagés au niveau de la cotère. Donc, on parle des étudiants qui étaient sous la moyenne ou légèrement au-dessus. La cotère 1.0 tendait aussi à pénaliser les étudiants les plus forts des groupes hétérogènes faibles. Un groupe faible, donc une moyenne moins élevée que la première. Hétérogène, donc des résultats beaucoup plus éparpillés, beaucoup plus dispersés. Les étudiants les plus forts de ces groupes-là étaient aussi systématiquement pénalisés par la cotère.
Et puis, ce qu'on peut lire dans ce rapport, c'est que le souhait, ce serait qu'on aurait une mesure qui serait équitable pour tous. C'est-à-dire qui ne serait pas influencée par l'appartenance à un collège en particulier. Un étudiant qui choisit d'étudier dans un cégep ou un collège en particulier ne devrait pas être systématiquement pénalisé ou avantagé par sa cotère. Non plus l'appartenance à un programme, ni pas à un groupe ou à une classe en particulier. Donc, on n'a pas choisi son groupe. Donc, si on est dans un groupe fort ou dans un groupe faible, ça ne devrait pas biaiser le calcul de la cotère. C'est ça le souhait. Au terme de ce rapport-là, ils proposent une nouvelle formule qu'ils ont testée sur la base de beaucoup de données. C'est celle qu'on va observer ce soir. Je l'ai écrite dans sa version simplifiée. Donc, on voit qu'il y a la cote Z, IDGZ, donc un deuxième paramètre, un troisième paramètre, 3 paramètres, plus 5 fois 5. Ça peut être intéressant de comparer la nouvelle formule à l'ancienne. Voici la formule dans sa version 1.0, la cote Z plus IFGZ plus 5 fois 5. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que le squelette est le même. Ils n'ont pas jeté l'ancienne formule à la poubelle pour la remplacer par quelque chose de complètement nouveau. Ils l'ont raffiné, ils l'ont amélioré, mais le squelette est encore là. On va prendre chacun des paramètres ensemble et on va les décortiquer. On va commencer par se donner confiance. Plus 5. Donc, on additionne 5 à quelque chose. OK. Pourquoi on fait ça? Je l'ai baptisé, moi, la constante de préservation du moral des troupes. Parce qu'il faut comprendre que les paramètres précédents peuvent être négatifs. Donc, j'imagine qu'on s'est dit, si on laisse ça de même, la cotère d'un étudiant pourrait être négative. C'est peut-être déprimant, je ne le sais pas. Donc, en additionnant 5 à toutes les cotères, on s'assure que la plus petite cotère, ce sera 0. Rendu là, on aurait pu additionner 10 ou 15, mais on a décidé d'additionner 5. On n'a pas voulu complètement transformer la formule de la cotère pour qu'on puisse avoir un comparatif ancienne et nouvelle formule. Donc, le plus 5 est resté. Fois 5 maintenant. On multiplie par 5 le résultat de cette addition-là. Je l'ai baptisé le coefficient de dilatation. Si on ne faisait pas ça, les cotères se situeraient dans un intervalle à peu près entre 0 et 10. Si on fait x5, ça se situe entre 0 et 50. Là, ceux qui ont quelques notions de cotère vont faire hey, 50, il me semble que c'est très fort. Moi, d'un point de vue théorique, c'est ça. Entre 0 et 50, vous ne verrez jamais ça, personne. Ça permet, quand les universités vont discriminer, plutôt que de discriminer sur la 4e, 5e, 6e décimale, ben, ils peuvent discriminer sur la 3e décimale. Donc, coefficient de dilatation un peu arbitraire. OK. On va maintenant s'attaquer au cœur de la formule, la cote Z. La cote Z, c'était la mesure de comparaison de 1977. Elle est demeurée dans la mesure de 96, c'est juste qu'on lui a ajouté des paramètres. C'est vraiment le cœur, c'est les fondements de la formule, de la mesure de comparaison. La cote Z, j'insiste, la cote Z au collégial. Donc, la cote Z est calculée pour tous les cours qu'un étudiant va suivre au collégial. Alors, c'est une mesure qui positionne l'étudiant par rapport à son groupe. Donc, et là, j'insiste, on parle sur un groupe au collégial. Puis là, pour concrétiser les choses, on va supposer que c'est un groupe de calcul différentiel. Je suis prof de maths, donc on a un groupe de calcul différentiel. On veut savoir comment un étudiant s'est positionné par rapport au reste de son groupe. Pour comprendre la cote Z, on va l'illustrer à l'aide d'un exemple. Voici Zénon et Zoé. On va supposer que Zénon et Zoé postulent tous les deux pour étudier dans le programme le plus contingenté de l'univers, un programme qui n'accepte qu'un seul candidat. Nous sommes le comité de sélection. On est chanceux, il y a juste 2 postulants. Il faut qu'on choisisse le meilleur. Je vous donne les informations au compte-gouttes et vous me dites, on prend qui sur la base des informations que je vous donne. On va regarder les résultats dans un seul cours, qui serait par exemple le cours de calcul différentiel, mettons. Alors, Zénon a eu une note finale de 90 comparativement à 80 pour Zoé. Il faut comprendre que Zénon et Zoé proviennent d'écoles différentes, de classes différentes. Sur la base de ça, on prend qui? On prend Zénon. Est-ce qu'on est certain qu'on a pris le meilleur candidat? Non, on n'est pas sûr. Là, on va faire comme tous les étudiants qui font à la maison quand ils rentrent chez eux. Ils disent « Ah, j'ai eu 80 dans mon cours de calcul différentiel et
La moyenne, c'était. Donc, on veut se comparer. Je vous révèle la moyenne. Là, le petit écureuil calcule l'écart à la moyenne. On prend qui maintenant? On prendrait Zoé. On dirait Zoé a un écart à la moyenne supérieur à celui de Zénon. Les deux sont au-dessus de la moyenne, donc les deux ont un écart positif. Est-ce qu'on a pris la meilleure candidate? On n'est pas sûr. Je vous dévoile encore plus d'informations. Je vous dévoile l'information sur la constitution du groupe. On va supposer que les deux appartenaient à des groupes différents, mais que les deux groupes comptaient 20 étudiants chacun. Voici comment les résultats se sont distribués dans la classe de Zénon. Dans la classe de Zoé, on prend qui maintenant? On aura envie de prendre Zénon, parce que même si son écart à la moyenne est moins grand que celui de Zoé, quand on regarde la répartition des notes, on a l'impression que son écart à la moyenne est plus exceptionnel. Il était le seul à avoir 90. Dans le cas de Zoé, son écart à la moyenne, on dirait qu'il est ordinaire, qu'il est banal dans sa classe. Il n'est pas exceptionnel. Donc, l'information que je vous donne sur la constitution du groupe, ça vous permet de dire si l'écart à la moyenne est exceptionnel ou normal. L'information que je vous donne, en fait, ça parle de la manière dont les résultats sont dispersés. Il existe une mesure statistique qui peut quantifier ça, et c'est l'écart type. Donc, on calcule l'écart type dans chacun des groupes. Plus l'écart type est petit, plus les résultats sont resserrés autour de la moyenne, autrement, les résultats sont dispersés. Donc, les résultats sont plus dispersés dans le groupe de Zoé que dans le groupe de Zénon. Qu'est-ce que je fais avec cet écart type-là? Je l'utilise comme diviseur de l'écart à la moyenne. Donc, l'écart type nous permet de relativiser l'écart à la moyenne. C'est ça, la code Z. Donc, c'est l'écart à la moyenne qui tient compte de la dispersion des résultats dans le groupe. Donc, ça mesure le caractère exceptionnel d'un écart à la moyenne. Donc, les deux se sont démarqués positivement, mais l'écart à la moyenne de Zénon est plus exceptionnel que celui de Zoé. On aura envie de prendre Zénon sur la base de ça. Pourquoi? Ça, c'était la formule. C'était comme ça. Ça s'arrêtait là. En 1977, ça s'arrêtait là. On comparait les codes Z. Pourquoi on a jugé que ce n'était pas suffisamment fiable et équitable et qu'on a rajouté d'autres paramètres? Est-ce que ça se pourrait que, dans la classe de Zoé, les étudiants étaient très forts? Et que, dans le fond, les étudiants qui ont eu 80 c'est des étudiants très, très forts, et que Zoé a beaucoup de mérite d'avoir eu 80 comme ces autres étudiants-là. Alors que dans le cas de Zénon, ça se pourrait que Zénon, par accident, a été placé dans un groupe faible, un fort parmi des étudiants faibles. Donc, même si son écart à la moyenne est plus exceptionnel, il est peut-être moins méritant. C'est un peu ça l'idée. Avant qu'on passe à ça, on va finaliser ce qu'on a à dire sur la code Z. Ça, c'est la formule générale. Donc, on prend la note, on soustrait la moyenne du groupe et on divise par l'écart type du groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bien, ça peut donner un résultat positif, négatif ou nul, tout dépendant si l'étudiant se situe au-dessus, en dessous ou exactement sur la moyenne. D'un point de vue théorique, les codes Z se situent entre moins 3 et 3. Dans la pratique, on voit, je vous dirais plus, entre moins 2 et 2. Et c'est une bonne mesure si on veut comparer des étudiants qui appartiennent à des groupes semblables. Mais du moment que les groupes ont des caractéristiques différentes, la code Z fait une comparaison qui est moins fiable. On va maintenant explorer l'IFG de l'ancienne formule, qui est devenue dans la nouvelle formule IFGZ. Peut-être que certains connaissent la signification de cette abréviation-là, c'est l'indicateur de force du groupe. Donc, il est encore présent, l'indicateur de force du groupe, dans la nouvelle formule. C'est juste qu'on l'a raffiné. Vous allez voir, le Z qui est là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que Zoé était comparée à des étudiants forts, alors que Zénon était comparé à des étudiants faibles. Comment on fait pour savoir? Je suis au niveau collégial. Je suis dans ma classe de calcul différentiel. On est le premier jour de la session. Comment je fais pour savoir si les étudiants qui sont devant moi sont forts ou faibles? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment ces étudiants-là ont performé au secondaire. Et là, on choisit d'aller voir ce qui s'est passé en secondaire 4 et 5. Pas dans toutes les matières.
On va aller voir le cas de Romy. On va aller voir comment Romy a performé dans les matières ministérielles, les 5 matières ministérielles en secondaire 4 et 5. On veut évaluer la force de Romy au secondaire. Donc, on regarde la note. Romy est une étudiante très performante. Ça, c'est ses notes dans les 5 matières ministérielles. Si on veut savoir si elle a bien fait, bien, en fait, on compare ses notes à la moyenne provinciale. C'est pertinent d'utiliser la moyenne provinciale parce que ces cours-là, c'est des cours pour lesquels il y avait une épreuve ministérielle. Donc, on a accès à ça, tous les élèves du secondaire qui ont fait le même cours que Romy au même moment. Ça, c'est la moyenne provinciale. On calcule l'écart entre la note de Romy et la moyenne. On a vu tout à l'heure que l'écart à la moyenne, ce n'était pas suffisant pour avoir une bonne comparaison. Il faut relativiser en divisant par l'écart type. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a calculé l'écart type pour chacune de ces matières-là à l'échelle de la province. Donc, Romy n'est pas comparée aux étudiants de sa classe. Elle est comparée à l'ensemble de la province. Et ça, j'insiste là-dessus parce que ça, c'est un des mythes qui est le plus persistant. Les étudiants qui vont dire « Oui, mais moi, je suis pénalisé parce qu'au secondaire, mon prof était sévère. » Ou au secondaire, j'étais dans une école exigeante. Au secondaire, le groupe était fort. Mais ici, non. Romy n'est pas comparée aux gens de sa classe. Romy est comparée à toute la province. Et là, qu'est-ce que je fais avec... Donc, je calcule la cote Z pour chacune de ces matières. Ça donne ça. Ça donne 5 codes Z, toutes des codes Z positives, parce que vous aurez peut-être remarqué que Romy est au-dessus de la moyenne provinciale pour chacune de ces matières-là. J'avais dit que ça se situait généralement entre -3 et 3, là, vous voyez, 2,42, c'est très élevé comme code Z. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 codes Z-là? On en calcule une moyenne. Une moyenne pondérée, ce que ça veut dire, c'est que le cours de sciences physiques, par exemple, a plus de poids que le cours de secondaire 4. Ça dépend, j'imagine, du nombre de périodes accordées à ces matières-là par semaine. Donc, on fait la moyenne pondérée, 1,57. Mais ce n'est pas Romy, moi, qui m'intéresse. Moi, je veux connaître la force du groupe. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends les 20 étudiants qui sont dans ma classe de calcul différentiel et je fais exactement, je dis je, mais ce n'est pas moi qui fais ça, on fait, une entité fait exactement le même travail qu'on vient de faire pour Romy pour les 19 autres élèves de la classe. Je répète encore, ici, Raoul n'est pas comparé aux étudiants de sa classe au secondaire, il est comparé à la province au complet. Et là, ça donne que ça, ils se sont tous retrouvés ensemble, devant moi, dans une classe de calcul différentiel au niveau collégial. On se rend compte que tout le monde a des codes Z moyennes positives au secondaire dans ce groupe-là. Donc, c'est un groupe qui est constitué d'étudiants qui étaient forts au secondaire. Qu'est-ce que je fais, vous pensez, avec toutes ces valeurs-là? Je veux résumer ça, je veux calculer la force du groupe. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais une moyenne. 1,78. C'est ça la force du groupe. Donc, on vient comparer chacun des étudiants au secondaire à l'ensemble de la province et on fait une moyenne de tout ça. Alors, c'est une mesure positive, négative ou nulle. Si, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants dans la classe qui étaient sous la moyenne provinciale, bien, ça se pourrait qu'on ait un IFGZ qui soit négatif. C'est une mesure qui se situe généralement entre -2 et 2. Et elle est plus fiable que l'IFG dans la version 1.0 qui, lui, reposait sur les 9 matières obligatoires. Donc maintenant, comme c'est des matières ministérielles, c'est plus standardisé avec les examens du ministère. Voilà. Il reste une chose, qui est la réelle différence, un nouveau paramètre, un paramètre multiplicatif qui vient multiplier la cote Z, les performances au collégial, c'était totalement absent. Le but de ce nouveau paramètre-là, c'est de venir amoindrir le biais dont je vous ai parlé au début. C'est l'indicateur de la dispersion du groupe. Je reviens avec ce tableau-là. Si on se rappelle, ça, c'est le tableau qui mesurait les performances des élèves du groupe en secondaire 4 et 5 en les comparant à la moyenne provinciale. J'ai calculé la moyenne de ça, ça a donné 1,78. Pourquoi je ne calculerais pas l'écart type tant qu'à y être? Donc, on calcule l'écart type de ça.
Et ça donne, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, ça donne 0,22. Un écart type très, très petit. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ce groupe-là, au niveau de leur force au secondaire, il est homogène. Donc, c'est des résultats qui étaient peu dispersés au secondaire, donc des étudiants de force semblable au secondaire. C'est ça que ça m'apprend. Là, on va parler, convention un peu, là. Il a été déterminé que l'IDGZ devait se situer entre 0,5 et 1,5. On considère, j'imagine, qu'au-delà de ça, ça pourrait créer des distorsions dans la formule. Là, ici, l'IDGZ, notre écart type est tellement petit, à 0,22, que quand il va être appliqué dans la formule, qu'est-ce qu'on va faire? On va le ramener à 0,5. Donc, tous les IDGZ qui seraient inférieurs à 0,5 sont ramenés à 0,5. Tous ceux qui sont supérieurs à 1,5 sont ramenés à 1,5 pour éviter les distorsions bizarres. On est donc, et ce paramètre-là vise à amoindrir le biais observé dans les groupes homogènes forts, entre autres. Donc, on va prendre 0,5. On a tout ce qu'il faut. On a clarifié tous les paramètres. On est prêt à calculer des cotères. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en présence d'un groupe très fort et très homogène. Et ça pourrait avoir l'air, et ça, c'est les résultats qu'ils ont eus dans mon cours. Je vais dire calcul différentiel, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est les résultats qu'ils ont eus dans mon cours de calcul différentiel. Ça pourrait avoir l'air tiré par les cheveux, un groupe aussi fort et aussi homogène. Un groupe dans lequel la note la plus faible, la note finale, c'est 67, mais je vous permets de vous le montrer parce que c'est un vrai groupe. Un vrai groupe que j'ai eu. Je voulais vous montrer un peu un exemple, la quintessence du groupe fort homogène, parce que c'est précisément pour ces groupes-là que la formule a été modifiée. Fait que je trouvais ça intéressant de voir l'effet de la modification de la formule sur un groupe très fort et très homogène. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'est la note finale dans un cours de niveau collégial. On calcule la cote Z de chacun des étudiants. De quoi j'ai besoin pour calculer la cote Z? J'ai besoin de deux choses. La moyenne pour le cours de 82,8 avec un écart type de 8,146. Donc, pour chacune des notes, je prends la note moins la moyenne sur l'écart type. La moyenne est de 82,8. Pour les besoins de la cause, j'ai ordonné les résultats par ordre croissant du plus petit au plus grand. Je viens de faire apparaître une ligne qui sépare les étudiants qui sont sous la moyenne de ceux qui sont au-dessus de la moyenne pour vous permettre de réaliser que c'est cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, ceux qui sont sous la moyenne ont des cotes Z négatives. Ceux qui sont au-dessus de la moyenne ont des cotes Z positives. Ceux qui sont très près de la moyenne ont des cotes Z qui sont près de 0. Je vous avais dit que d'un point de vue théorique, les cotes Z se situaient entre moins 3 et 3, mais que c'était plus souvent entre moins 2 et 2. On le voit entre moins 1,9 et 1,87. Maintenant, la cote Z, dans la formule pour calculer la cote R, qu'est-ce qu'on fait avec la cote Z? Vous vous rappelez, il y avait un facteur multiplicatif qui était l'IDGZ. Avant qu'on fasse ça, je pense que c'est important de vous faire remarquer. Chaque élève a une cote Z différente. En fait, chaque note est associée à une cote Z. Si deux étudiants ont la même note, ils auront forcément la même cote Z. Par contre, tous les élèves du groupe ont le même IFGZ. Est-ce que c'est surprenant? Non, c'est un paramètre qui mesure la force du groupe. Et je reviens sur ce mythe dont je parlais tout à l'heure. Il y a des étudiants qui vont dire « Mon IFGZ n'est pas bon parce que mon groupe au secondaire, ceci, cela. » Il n'y a pas de « mon IFGZ ». C'est l'IFGZ du groupe au complet. Et les étudiants ont été comparés à l'ensemble de la province. Donc, un IFGZ de 1,78 qui est le même pour tout le monde. Et l'indice de dispersion du groupe aussi, la dispersion du groupe au secondaire, donc 0,5, c'est le même paramètre pour tout le monde. Fait qu'il y a un seul paramètre qui est propre à chaque élève et c'est la cote Z qui mesure ses performances dans son cours au collégial. C'est pour ça qu'il y a un col, c'est la cote Z au collégial, alors que les deux autres paramètres proviennent des performances au secondaire du groupe. Alors, la cote Z fois l'indice de dispersion du groupe plus l'IFGZ plus 5 pour le moral des troupes fois 5, ça nous donne les cotères qui sont là. Les vrais cotères qu'on a obtenus. Là, je ne sais pas, peut-être que ça ne vous dit rien, je ne sais pas si vous avez un peu un background au niveau de cotères. Est-ce que c'est des bonnes cotères? La personne qui a eu la moins bonne note du groupe, Raoul, a une cotère de 29,51.
C'est très honorable pour quelqu'un qui a eu la moins bonne note du groupe. Et là, je peux vous montrer quelque chose que j'ai pu calculer de manière exceptionnelle parce que ce groupe-là était un groupe qui a chevauché l'ancienne formule et la nouvelle formule. Donc, j'ai accès à qu'est-ce qui aurait été leur cotère avec l'ancienne formule. Vous vous rappelez, j'ai dit l'ancienne formule tendait à pénaliser les étudiants les moins forts des groupes homogènes forts, donc ceux qui sont sous la moyenne. Quel aurait été leur cotère avec l'ancienne formule? 23 pour Raoul au lieu de 29. Plus on se rapproche de la moyenne, plus vous remarquez que les écarts vont diminuer. Évidemment, la nouvelle formule ne fait pas juste changer la cotère de ceux-là, change aussi la cotère de ceux-là, mais en moindre mesure. Vraiment, la modification qui a été faite, c'était pour venir corriger le biais qu'on observait ici. Donc, est-ce que c'est vrai? Vous ne pouvez pas imaginer un groupe plus fort que ça, plus homogène que ça. Est-ce que c'est vrai que si on est sous la moyenne, dans un groupe fort homogène, notre vie est finie? C'est-tu vrai? Non. J'espère qu'on vient de pulvériser ce mythe. Est-ce qu'il faut repartir d'ici en disant « Ah, la fille de Grasset, elle a dit que peu importe ce qui allait arriver, je n'allais pas avoir une cotère en bas de 29. » Non. Ça dépend de tous les paramètres. Et ce qui fait que ça peut être très anxiogène, le sujet de la cotère, c'est que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Non seulement vous n'avez pas de contrôle sur la cotère que vous allez avoir, mais vous ne pouvez même pas essayer de la prédire. Vous ne pouvez pas, parce que ces paramètres-là, là, vous n'y avez pas accès. L'IFGZ, l'IDGZ. À la limite, vous connaissez peut-être la moyenne du groupe parce que le prof l'a dit, puis elle est publiée sur le portail, mais vous ne pouvez pas la calculer, vous n'avez pas de contrôle. En fait, il y a juste une chose sur laquelle vous avez du contrôle, et c'est laquelle? Les notes. Les notes. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Rendu là, c'est pas mal ça. À supposer que Rodrigue, lui, malgré tout ça, là, il pense qu'il est très désavantagé de s'être retrouvé dans un groupe aussi fort et aussi homogène, et il se dit que ça n'a donc bien pas de bon sens qu'avec une note de 80, il soit en dessous de la moyenne, parle à son ami Bobby, qui lui, avec 81, est bien au-dessus de la moyenne, puis il se dit « je suis pénalisé, c'est pas juste ». On va regarder. À supposer qu'on le change de groupe, on l'amène dans un groupe moins fort. On suppose que dans un groupe moins fort, on va performer de la même manière. Ça, on ne peut pas être sûr de ça, mais on suppose. Si le groupe est moins fort, bien, la moyenne va être plus basse. Je l'ai supposé à 72. C'est quand même pas la catastrophe. Généralement, en stats, ce qu'on observe, si la moyenne diminue, c'est pas rare que l'écart type augmente, la dispersion augmente. Donc, je l'ai monté à 11,523. C'est crédible, ça aussi. C'est des choses qu'on va observer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si je calcule la nouvelle code Z, moins 72, c'est positif, divisé par 11,523. Donc, une code Z positive. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. Si le groupe est moins fort, bien, l'indice de force du groupe va très certainement diminuer. Je l'ai mis à 0,874. Ça, j'ai inventé tout ça, là. J'ai quand même mis quelque chose de positif. Je ne l'ai pas mis dans un groupe catastrophe. Quand l'IFGZ, c'est le résultat d'une moyenne. Quand la moyenne baisse, l'écart type augmente. Donc, le 0,5, je l'ai mis à 1,058. Il est en bas de 1,5. Je suis dans l'intervalle. Si j'applique la machine à saucisse, la code Z, multiplié par l'IDGZ, plus l'IFGZ, plus 5 fois 5, qu'est-ce que ça va donner? Oui. Est-ce que c'est vrai que ça va arriver comme ça à 3 décimales près? Non. Mais c'est ça que prétend la nouvelle formule. Ça prétend que la cotère ne devrait pas être influencée par le groupe dans lequel tu es. Tu t'es retrouvé par accident dans un groupe fort. Ce n'est pas de ta faute. Tu t'es retrouvé par accident dans un groupe faible. Ce n'est pas de ta faute. Si tes performances sont les mêmes, tu devrais avoir la même cotère. On a fait le tour. Avant que je vous laisse partir, ma conclusion ultime, ce sera, au début, je vous ai dit, mon but, c'est que quand vous partiez d'ici, vous ayez compris ce que c'est. C'est encore vrai, mais ce n'est pas ça mon souhait le plus cher. Mon souhait le plus cher, c'est quand vous franchissez cette porte-là, que vous oubliez tout ce que je vous ai dit. J'aimerais ça que quand vous arriviez chez vous, là, que vous ne repensiez plus jamais à la cotère. Et là, je m'adresse surtout aux étudiants.
Je vous souhaite de trouver un programme qui vous intéresse, parce que c'est surtout ça qui est important dans un cégep ou dans un établissement collégial dans lequel vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez avoir envie de réussir, vous allez être motivé et d'oublier complètement que la Cotère existe.